Je m'appelle Beverly Goodwin. J'ai 39 ans. Il y a 6 mois, ma mère m'a dit par-dessus un rôti, devant mon père et mon frère, que je ne serais jamais aussi brillante que Michael. J'ai posé ma fourchette. J'ai prononcé la phrase, qui attendait depuis 15 ans de sortir. Le visage de ma mère a eu une expression, que je ne lui avais jamais vue. Elle m'a regardé, comme une étrangère à propos de laquelle on lui aurait menti. Je pensais être celle qui détenait le secret, à cette table. J'avais tort. Quelqu'un mentait à ma mère depuis 5 ans. Quelqu'un en qui elle avait plus confiance qu'en moi. Au moment où mon frère a levé son verre, lors d'un gala de charité 6 mois plus tard, 300 personnes étaient sur le point d'apprendre une chose, que je venais moi-même tout juste de découvrir. Avant de continuer, faites-moi une petite faveur. Aimez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'adore savoir qui est à table avec moi. Quiconque a déjà été la personne sur qui l'on compte dans une famille, connaît cette fatigue que je décris. Laissez-moi vous ramener à ce dimanche d'octobre. Le jour où j'ai arrêté de faire semblant. Le rôti était le même, que celui que ma mère préparait chaque dimanche d'octobre, depuis que j'avais 12 ans. Les mêmes carottes, les mêmes petits oignons grelots, qu'elle laissait brûler sur la cuisinière, jusqu'à ce qu'ils accrochent un peu. Les mêmes serviettes en tissu, avec les taches de mur, qu'elle refusait de remplacer. J'avais pris l'avion depuis Boston ce matin-là. La salle à manger de mes parents n'avait pas changé en 15 ans. Le même lustre en laiton pendait trop bas au-dessus de la table. La même photographie encadrée de mon frère dans sa blouse blanche, prise lors de sa remise de diplôme de médecine, était accrochée au mur derrière la chaise de mon père. Mon frère, Michael, parlait d'un don. 50 000 $. Il l'avait donné, disait-il, au programme de cardiologie pédiatrique de son hôpital. Mon père hochait la tête, de la façon dont un homme hoche la tête, lorsqu'il entend la nouvelle qui l'attendait. J'ai mentionné poliment, que mon entreprise venait de conclure une promesse de don de 18 millions de $, pour une aile de cardiologie dans le même état. Ma mère a gloussé. Elle a vraiment gloussé. Puis, elle a prononcé la réplique, « L'argent n'est pas la même chose que de sauver des vies, ma chérie. Tu ne seras jamais tout à fait aussi brillante que ton frère, mais nous t'aimons quand même. » Mon père a baissé les yeux vers son assiette. Michael a souri. Son sourire, celui qu'il utilisait dans les couloirs de l'hôpital. « Maman, sois gentille. » J'ai posé ma fourchette. 15 ans de dîner ravalés, sont remontés en une seule phrase nette. « Alors, dis-lui de payer les factures, maman. Je n'envoie plus d'argent. » Ma mère a cligné des yeux 2 fois. Quelque chose d'honnête a traversé son visage. Quelque chose de confus. « Quel argent, Beverly ? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part. » Les choses les plus cruelles dans une famille, ne sont jamais criées. Elles sont glissées sur la table, entre la sauce et les haricots verts, et on s'attend à ce que tout le monde les mâche et les avale. Laissez-moi vous donner ce conseil gratuitement. L'expression sur le visage de ma mère, lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait jamais reçu un seul dollar de ma part, a été la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite en 15 ans. Ce fut le début des 6 pires mois de ma vie. J'ai conduit les 3 premières heures sans allumer la radio. L'autoroute en octobre est un long tunnel gris de pluie, de travaux, et de feux de freinage. J'avais une voiture de location, prise à Cleveland. J'avais un thermos de mauvais café de l'hôtel, que j'avais réservé en panique la veille au soir, parce que je n'avais pas voulu dormir chez mes parents. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, et pourtant, cela ne m'avait encore rien dit. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de ma mère. Pas le gloussement. Le clignement d'yeux. Le clignement d'yeux était la partie qui me dérangeait. Ma mère n'est pas une bonne menteuse. Ma mère est, en fait, la pire menteuse de notre famille. Elle s'annonce de loin, comme une cloche d'église. Quand elle a dit qu'elle n'avait jamais reçu un dollar de moi, elle n'avait rien annoncé de tel. Pas de tressaillement, pas d'hésitation. Elle l'avait juste dit, puis avait attendu que je m'explique. Je me suis arrêté sur une aire de repos, dans l'ouest de la Pennsylvanie, vers 22 heures. Je me suis tenu sous une lumière jaune, à côté d'un distributeur automatique, et j'ai fait le calcul. 3 000 par mois. 60 mois. 180 000 $. Disparu quelque part. Ni chez ma mère, ni chez mon père. Quelque part.
Avant d'aller plus loin, laissez-moi simplement vous accueillir correctement. Servez-vous quelque chose de chaud. Approchez une chaise. Aimez cette vidéo, si vous êtes avec moi ce soir. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous êtes. C'est toujours plus agréable, quand je sais avec qui je suis assise. J'ai conduit le reste du trajet, avec la radio toujours éteinte. Quelque part à l'extérieur d'Erie, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Et au moment où j'ai franchi la frontière du Massachusetts, j'avais un plan. Pas un plan complet. La première pièce d'un plan. Je suis directrice financière, CFO. Je ne panique pas pour de l'argent. Je découvre où il est passé. Ma mère collectionnait les exploits de mon frère, de la même manière que certaines femmes collectionnent les assiettes commémoratives. Chacun d'eux était soigneusement accroché. Chacun d'eux était dépoussiéré chaque semaine. Jamais tout à fait assez pour remplir le mur, alors, elle en avait toujours besoin de plus. Quand j'avais 8 ans, je suis rentré à la maison, avec une note parfaite à un test de mathématiques. J'ai couru dans la cuisine avec. Ma mère a regardé le papier, puis moi, et a dit « Oh, c'est charmant. Ton frère t'a-t-il aidé pour ça ?» Michael avait 12 ans. Il regardait des dessins animés dans le salon. Il ne m'avait jamais aidé pour quoi que ce soit dans sa vie. C'était là tout l'arrangement, expliqué sur le comptoir de la salle à manger, avant que je ne sois assez grande pour comprendre ce que j'apprenais. Mon frère était le petit génie. J'étais celle sur qui on pouvait compter. Mes parents ont retiré $40 000 de leurs économies, pour envoyer Michael à l'école de médecine. Ils ont retiré exactement 0, de leurs économies, pour m'envoyer en école de commerce. J'ai contracté des prêts. Je les ai remboursés en 6 ans, seul à un bureau, dans un studio. Et je ne l'ai jamais mentionné une seule fois, lors d'un repas de Thanksgiving. Lorsque Michael a terminé son internat, ma mère s'est levée dans la salle paroissiale, pendant l'heure du café, et a dit à toute la congrégation, « Nous avons un médecin maintenant. Notre famille a enfin un médecin. » Les gens ont applaudi. Quelqu'un l'a prise dans ses bras. Lorsque j'ai obtenu mon MBA, ma mère a envoyé des fleurs à mon appartement, avec une carte qui disait « Tellement fière de toi, ma chérie. Seras-tu à la maison pour Noël ?» Laissez-moi vous dire une vérité. L'enfant qui n'est jamais félicité, apprend à se mesurer dans des choses plus silencieuses. Des feuilles de calcul, des matins très tôt, le poids d'une enveloppe qu'elle poste sans adresse de retour. À 30 ans, j'avais cessé d'espérer que ma mère serait un jour fière de moi. À 35 ans, j'avais cessé d'espérer qu'elle me verrait un jour, tout simplement. Le lundi matin, avant mon 2e café, ma meilleure amie dans le métier, m'a donné nonchalamment la 2e pièce du puzzle. Elle s'appelle Elena Vaughn. Elle dirige le comité de surveillance, pour une fondation hospitalière régionale dans l'Ohio. Nous nous étions rencontrés il y a 9 ans, lors d'une conférence sur la philanthropie à New York, dans le bar de l'hôtel. Toutes les deux nous cachions d'un homme, qui voulait discuter d'exonération fiscale. Nous sommes amis depuis lors. Je l'ai appelé pour toute autre chose. Une question sans rapport, sur la structure d'une subvention. Nous avons réglé nos affaires en 4 minutes, puis elle a dit, de la manière dont on parle du temps qu'il fait. Au fait, ce gars-là, au Fairmont régional. Ils veulent que tu prennes la parole. Le Family Office, gestion de patrimoine familial, que tu diriges, est le principal donateur, et Michael y sera honoré, lui aussi. Don jumelé, apparemment. C'est habile de sa part. J'ai laissé passer une seconde. Don jumelé ? Ouais. Il dit que son don personnel a égalé une partie de la promesse de ton entreprise. $250 000, ça fait très bien dans sa bio, pour l'inauguration de l'aile. Tu ne le savais pas ? J'ai tenu le téléphone très immobile. Je ne le savais pas. Oh, eh bien. Il le gardait probablement comme une surprise. Elena n'a pas entendu ce que j'ai entendu dans sa phrase. Elle est passée à autre chose. Nous avons prévu de déjeuner. J'ai raccroché. $250 000 de la part de mon frère. Le même frère qui, lorsque notre père avait eu besoin d'une prothèse du genou 2 ans plus tôt, m'avait appelé à 11 h du soir, pour me demander si je pouvais couvrir le ticket modérateur, parce qu'il était entre 2 paix. Le ticket modérateur s'élevait à $600. La promesse personnelle de mon frère, au projet de mon entreprise, avait un 0 de plus,
après chaque chiffre que mon frère possédait réellement. Elena venait de me tendre un fil. J'allais passer les 3 prochaines semaines à tirer dessus, jusqu'à ce que le pull tombe en lambeaux. Si cet argent ne provenait pas d'un salaire de cardiologue, j'avais déjà une idée d'où il venait. Dès le mardi après-midi, j'avais cessé d'être une sœur, et commencé à être une directrice financière. J'ai descendu 2 étages, jusqu'au bureau de Marcus Webb. Marcus est notre responsable de la conformité. Il est dans l'entreprise depuis plus longtemps que moi. Il a 60 ans, il est chauve, il est gentil, et il est terrifiant, pour quiconque a déjà essayé de blanchir de l'argent via un véhicule caritatif. Il boit du thé. Il ne fait pas la conversation. J'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis assise. Marcus, j'ai besoin d'ouvrir un dossier d'audit. Il a hoché la tête. Il a attendu. C'est le style de Marcus. Il vous laisse dire les choses vous-même. J'ai besoin d'un audit de conformité sur 2 éléments. Premièrement, les virements personnels de mon compte privé vers un compte joint dans l'Ohio. 5 ans de virement, $3 000 par mois. Le compte joint est au nom de mes parents. Mon frère est le signataire autorisé. Deuxièmement, les registres des donateurs au Fairmont Regional Medical Center. Tout engagement de don de contrepartie attribué au Dr Michael Goodwin, MD, par rapport à la promesse de notre entreprise, pour l'aile de cardiologie. Marcus a posé son thé. Beverly, Votre frère est une partie liée. C'est un conflit d'intérêts. Je sais. Je veux que ce soit consigné dans les dossiers. Vous comprenez ce qui se passe, s'il y a une découverte. Je comprends. Il m'a regardé pendant une longue inspiration. Puis, il a tiré un bloc-notes vers lui. Je déposerai la demande ce soir. Délai de traitement de 3 semaines. Voulez-vous que j'implique le service juridique? Impliquez-les. Je veux une trace écrite sur cette affaire, qui puisse être lue à voix haute dans un tribunal. J'avais passé 15 ans, à garder ma famille en dehors du papier en tête de mon entreprise. J'étais sur le point de faire le contraire. Il y a une forme de courage, qui ne ressemble pas à du courage. Cela ressemble à une femme, qui ouvre un dossier de conformité, et tape le nom de son propre frère, dans le formulaire. Marcus m'a donné un calendrier. 3 semaines pour l'audit. Le gala avait lieu dans 6 semaines. J'ai appelé ma mère le mercredi soir. J'ai gardé ma voix à la température exacte, de celle d'un caissier de banque. Maman, dis-moi, ce compte joint que nous avons ouvert il y a quelques années. Tu le consultes? Oh, chérie. Michael gère tout ça. Tu sais que ton frère est si doué avec les chiffres. Ne t'inquiète pas pour nous. Maman, as-tu déjà réellement regardé les relevés? Une pause. Pas longue. Juste assez. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est à propos de dimanche. Ce n'est pas à propos de dimanche. Eh bien, ton frère fait tellement pour nous. Il a payé pour le nouveau toit l'année dernière. Il a conduit ton père chez l'ophtalmo en août. Il gère les factures. Le toit. J'avais viré $18 000 supplémentaires en mai, pour ce toit. Les factures. Les factures que je payais silencieusement chaque premier du mois, depuis 60 mois. Maman, t'es-tu déjà connectée à ce compte? Beverly, ne transforme pas ça en l'une de tes affaires d'avocat de New York. J'habite à Boston, maman. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pincé l'arête du nez. Ma mère avait un don particulier. Elle pouvait prendre n'importe quelle question concernant mon frère, et la transformer en une accusation contre moi, en l'espace de 2 phrases, sans même transpirer. Maman, je te parlerai plus tard. Beverly. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché le portail en ligne du compte joint. J'ai tapé le nom d'utilisateur, que ma mère m'avait laissé créer, il y a des années. Le mot de passe était toujours le même, que celui que j'avais choisi pour elle. Elle ne l'avait jamais changé. Elle ne l'avait jamais utilisé. Vous les mères, vous les sœurs, vous les tantes, assises avec votre thé en ce moment. Dites-moi que vous ne connaissez pas ce regard. Celui que votre mère pose sur l'enfant préféré, avec une forme de pardon, qu'elle ne vous a jamais accordé une seule fois. Au moment où j'ai raccroché, j'ai compris quelque chose,
que je refusais de comprendre. Ma mère ne mentait pas. Ma mère ne savait sincèrement pas. Vendredi matin, j'ai rappelé Elena. Oui, je prendrai la parole au gala. Merveilleux. Laisse-moi te mettre au programme. Je t'enverrai la liste des personnes honorées demain. Michael y est, bien sûr. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai regardé le voyant sur le téléphone de mon bureau. Une petite lumière rouge, qui clignotait chaque fois que quelqu'un appelait. Elle clignotait maintenant. Un message vocal de ma mère, encore une fois. Elena, si je te demandais de retenir l'annonce des personnes honorées, jusqu'à la fin de mon discours, le ferais-tu? Silence de son côté. Puis, Beverly, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore. Je le saurai dans 2 semaines. Tu veux que je retienne l'annonce d'un donateur de contrepartie, sur le programme principal d'un événement en tenue de soirée, juste parce que tu me l'as demandé? Oui. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Très bien. Je la déplacerai après tes remarques. Je dirai au directeur que c'est un problème d'enchaînement. Je te fais confiance. Merci, Elena. Beverly, si tu as besoin que je sois plus qu'une amie dans cette affaire, tu me le diras. Je le ferai. J'ai raccroché, et je suis resté debout à la fenêtre de mon bureau. À 34 étages au-dessus du port. Un pétrolier qui s'éloignait lentement vers le large. Une mouette sur le rebord. La ville, faisant ce qu'une ville fait, c'est-à-dire continuer à avancer, que vous soyez prêt ou non. Il y a des moments dans la vie d'une femme, où elle arrête de demander la permission. C'en était un. Le gala avait lieu dans 5 semaines. L'audit dans 3. J'avais juste le temps d'apprendre la vérité. Et exactement le temps de faire quelque chose à ce sujet. J'aimerais pouvoir vous dire que je me sentais calme. Je ne me sentais pas calme. Je ressentais quelque chose de plus proche, de ce que l'on ressent le matin d'un enterrement, une fois que les pleurs sont passés. Quand le café refroidit, et que vous essayez de vous rappeler, quelles chaussures s'accordent avec la robe. J'ai rencontré la femme de mon frère près d'un percolateur à café, dans un hôtel de convention à Chicago. Je ne lui avais jamais adressé une phrase complète auparavant. Elle s'appelait Lorraine. Elle avait les cheveux roux, épais aux pointes, tirés en arrière. Un blazer gris qui tombait parfaitement, comme tombe un blazer quand vous l'avez fait retoucher. Ce que ma belle-sœur avait fait, parce qu'elle était avocate fiscaliste, en voie de devenir associée, et qu'elle savait comment un blazer devait se porter. J'étais près du percolateur, en train de remplir une tasse. Je me suis retourné, et elle était là. Tu es la sœur de Michael Goodwin. Je suis Lorraine. Je suis sa femme. Elle a fait une pause. Pour environ 2 mois encore. J'ai reposé ma tasse. J'avais l'intention de te trouver depuis un moment, a-t-elle dit calmement. Pas de drame. As-tu 10 minutes? Nous avons marché jusqu'à un banc dans le couloir, et elle n'a pas fait la conversation. J'ai apprécié cela. Elle m'a dit 3 choses, en l'espace de 7 minutes. 1. Elle demandait le divorce. Elle avait trouvé des retraits non autorisés, sur leur ligne de crédit immobilier, ELOC. 74 000 $ en 18 mois. 2. Elle croyait que mon frère avait un problème de jeu. Principalement des paris sportifs. Un site de paris en ligne spécifique, enregistré dans le Delaware. 3. Tu envoies de l'argent à tes parents, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'est bien ce que je pensais, a-t-elle dit. J'ai trouvé un journal de virement. 3 000 par mois qui rentrent, puis qui repartent vers le Delaware, la même semaine. Je ne savais pas si c'était le tien, ou s'il volait quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Il y a une sorte d'amitié, entre des femmes qui ont été trompées par le même homme. Cela ne nécessite pas de banalité. Cela passe directement à la loyauté. Lorraine m'a donné sa carte. Quand tu seras prête. J'ai des impressions. J'ai mis sa carte dans mon portefeuille, à côté de mon permis de conduire. Je l'y ai gardé depuis. Marcus a envoyé l'audit préliminaire à 21h47, un jeudi. J'étais assise sur mon canapé à Cambridge, avec un verre de vin auquel je n'avais pas touché. Les fenêtres derrière moi donnaient sur la rivière. L'eau était noire. Un aviron solitaire a glissé au loin.
Il était tard. Une lumière rouge à la poupe. J'ai ouvert la pièce jointe. 5 ans de journaux de virement, depuis le compte joint. 180 000 $ entrants, le même montant sortant. Sortant vers quoi? Vers un site de paris sportif, sous licence dans le Delaware. 187 virements distincts. 94 000 $ au total. Vers une plateforme d'échange de crypto-monnaies, de 2021 à fin 2023. 38 000 $. Chaque centime de tout cela, perdu. Selon les propres registres de divulgation de la plateforme d'échange, que notre équipe juridique avait pu extraire, car ils n'étaient pas confidentiels. Vers le compte chèque personnel de mon frère, 48 000 $ en petits dépôts réguliers. 0 $ à ma mère. 0 $ à mon père. 0 $ à tout fournisseur lié au toit, au ticket modérateur, à l'ophtalmo, à l'insuline, à quoi que ce soit. J'ai lu le rapport 3 fois. Je n'ai pas eu besoin d'une 4e. Les calculs étaient du genre de calculs qu'on n'oublie pas. Mon frère ne m'avait pas volé. Mon frère avait volé à travers moi. J'étais le pipeline. Mes parents étaient l'excuse. Il était le trou d'évacuation. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai fini le vin. Si vous m'avez suivi jusqu'ici dans l'histoire. Vraiment, merci. C'est la partie où j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas affaire à un frère qui avait fait une erreur. J'avais affaire à un schéma, à un comportement répété. Aimez cette vidéo, si vous ressentez ce que j'ai ressenti. Je vous vois. Je continue. Je suis allé me coucher à 2h14 du matin. Je me suis réveillé à 5h30. Mes mains étaient stables. Ma voix était stable. Je suis allé travailler. J'ai appelé mon père le dimanche. Il était dans le garage, lorsque ma mère lui a tendu le téléphone. Je pouvais entendre la radio en fond sonore. Le match. Il écoutait toujours le match le dimanche. Papa, pouvons-nous parler une minute, sans maman sur la ligne? Bien sûr, chérie. Il semblait surpris. Il a fermé une porte. Le match est devenu silencieux. Papa, le compte joint. Celui que maman et moi avons ouvert, il y a quelques années. Est-ce que Michael s'en occupe? Ton frère est très gentil, Beverly. Il nous apporte de l'argent liquide, quand nous en avons besoin. Il a apporté 20 $ à ta mère la semaine dernière, pour son rendez-vous chez le coiffeur. Mon père avait été comptable pendant 31 ans. Et il avait équilibré les livres de compte d'autres personnes, au centime près. Il était, à cet instant précis, en train de décrire comment il recevait une allocation, depuis son propre compte, de son propre argent. Qui n'était pas son argent? Qui était le mien? Papa, est-ce que maman s'est déjà connectée à ce compte en ligne? Une pause. Plus longue cette fois. Non, nous ne faisons pas ce truc de banque en ligne. Michael s'en occupe. Papa. Chérie, il fait de son mieux. S'il te plaît, ne te dispute pas avec lui. Il y avait un type de silence particulier, dans la voix de mon père. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était le silence d'un homme, qui avait choisi, à un moment donné, de ne pas poser de questions. Papa, je ne me dispute pas. Je demande. Je sais que tu le fais. Une autre pause. Je sais que tu le fais. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Mon père m'aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais aimer une fille et la défendre, ne sont pas la même compétence. Et mon père n'avait jamais pratiqué que l'une des deux. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je le verrais au gala. Il m'a dit qu'il porterait la cravate bleue. Nous avons raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, pendant un long moment. Mon frère laissait une trace écrite depuis des années. Il ne s'était simplement jamais attendu, à ce que quelqu'un dans notre famille, sache la lire. Marcus avait lancé le dossier de vérification préalable, du diligence, que tout family office exécute sur toute partie liée, à une transaction caritative. C'est une procédure standard. Il aurait été coupable de faute professionnelle de ne pas le faire. Ce qu'il en est ressorti? 2 privilèges fiscaux fédéraux, totalisant 42 000 $, déposés en 2023 et 2024. Une action au civil d'un autre site de paris sportif,
celui-ci dans le New Jersey. 28 000 $. Réglé à l'amiable fin 2023, avec un accord de non-divulgation, qui ne couvrait pas le fait de l'accord lui-même. Seulement les conditions. Un privilège, droit de rétention, brièvement posé sur une voiture qu'il avait achetée en 2022. Libéré 3 mois plus tard. Libéré, selon le registre du comté, parce qu'un prêt personnel de la famille l'avait effacé. La famille. Joli mot. Tout cela, accessible au public. Tout cela, accessible via n'importe quel outil de vérification préalable commerciale, qu'une entreprise réglementée comme la mienne, était tenue par la loi fédérale d'utiliser, sur toute personne financièrement liée, à une transaction de plus de 5 millions de $. Rien n'avait été volé. Rien n'était privé. Rien n'avait été rassemblé par colère, ou par curiosité personnelle. C'était la chose la plus ennuyeuse du monde. C'était la paperasse. Mon frère, qui pendant 15 ans, s'était fait un plaisir de dire à mon père, que je ne comprenais pas le monde réel, avait un privilège fiscal plus important, que le prix de ma première voiture. À la fin de cette semaine-là, j'avais plus de documentation sur mon propre frère, que sur la moitié des fournisseurs tiers, que l'entreprise examinait chaque trimestre. Je me souviens avoir pensé, en fermant le dossier, que je ressentais très peu de choses, par rapport à ce que je venais de lire. Une fatigue, peut-être. Pas de satisfaction. Rien de triomphant. Juste le ton plat d'une femme, qui termine une feuille de calcul, qu'elle espérait ne pas avoir à utiliser. Le programme du gala est arrivé un vendredi matin, par courrier express. Il était dans une enveloppe crème, enveloppée de papier de soie. La carte à l'intérieur, était si épaisse, qu'elle a fait un petit bruit sec, quand je l'ai posée sur le comptoir de ma cuisine. J'ai fait du café. Je me suis assise avec, pendant 1 minute, avant de l'ouvrir. Le programme était imprimé à la feuille d'or, sur fond crème, et s'étendait sur 4 panneaux. Il énumérait les personnes honorées de la soirée, par niveau. Il indiquait l'aile de cardiologie Goodwin, l'engagement de mon entreprise, en haut, en tant que donateur principal. En dessous, dans le 2e niveau, il était indiqué, Dr Michael Goodwin, MD, partenaire donateur de contrepartie. Promesse personnelle, 250 000 $. À côté de son nom, il y avait une petite photographie. Blouse blanche. Stéthoscope. Le sourire qu'il utilisait pour les couloirs de l'hôpital. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je n'avais jamais vu cette photographie auparavant. Il l'avait fournie lui-même au comité d'organisation de l'événement. Il s'était également, apparemment, auto-désigné, pour le partenariat de dons de contrepartie. Car les dossiers internes de notre entreprise ne montraient aucune promesse de don de sa part, d'aucune sorte. Et les dossiers de la fondation étaient basés entièrement sur une lettre qu'il avait lui-même rédigée. Laquelle était sur son papier à en-tête de l'hôpital, signée de sa main, datée de 4 semaines plus tôt. Il s'agissait, en bon français, d'une déclaration frauduleuse. C'était imprimé à la feuille d'or, sur un papier si épais, que l'on pouvait sentir le poids du mensonge dans sa main. Il y a un type d'arrogance, qui ne se révèle que, dans une invitation imprimée. Un homme qui va mettre son propre mensonge sur du papier cartonné, est un homme qui n'a plus d'autres endroits où le cacher. J'ai posé le programme. J'ai fini mon café. J'ai envoyé à Marcus un email d'1 ligne. Veuillez confirmer par écrit, qu'aucune promesse de don de contrepartie de Michael Goodwin n'existe dans nos dossiers. J'ai besoin de cela pour le dossier. Marcus m'a répondu en 12 minutes. Confirmez sur papier à en-tête, par écrit, pour toujours. Laissez-moi vous dire exactement, pourquoi j'ai choisi le gala. Je sais que vous vous posiez la question. J'avais 3 autres options. J'ai examiné chacune d'entre elles. J'aurais pu appeler mon frère en privé. Il l'aurait nié. Je le sais, parce que je lui avais déjà posé une version plus réduite de la même question, il y a des années, dans un contexte différent. Et il l'avait nié à l'époque. Et je n'avais aucune raison de m'attendre à une performance différente. J'aurais pu appeler la police. La fraude électronique est une affaire fédérale. Ils auraient pris mon appel. L'enquête se serait poursuivie sans aucune intervention de ma part. Et elle le pourrait encore. Je ne voulais pas que le gouvernement l'annonce à ma mère en premier. Je voulais être celle qui le dirait à ma mère.
J'aurais pu appeler directement la directrice de la fondation de l'hôpital. Elle s'en serait occupée discrètement, en interne. Le nom de mon frère aurait été effacé du programme, et la soirée se serait poursuivie avec une petite correction imprimée. Et personne, à cette table de 300 convives, n'aurait jamais connu mon nom. Aucune de ces voix ne donnait la vérité à mes parents. Aucune ne me donnait un registre officiel. Et aucune ne répondait à la question qui me pesait sur le cœur depuis que j'avais 8 ans, à savoir si ma mère pourrait, si les preuves étaient étalées devant elle, devant témoins, me voir réellement un jour. Les femmes de plus de 40 ans, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement cette partie. Vous ne devez pas à votre famille une tournée d'excuses en privé, alors qu'ils ont passé des décennies à vous embarrasser en public. Vous êtes autorisé à répondre, sur le même registre, que celui sur lequel la question vous a été posée. Au samedi soir, j'avais rédigé mes remarques. 4 paragraphes. 1 page. Je n'ai pas changé un seul mot, pendant 3 semaines. J'ai retrouvé mon frère dans le restaurant d'un hôtel à Boston, un jeudi, pour un déjeuner qu'aucun de nous n'a mangé. J'avais choisi l'endroit pour 2 raisons. C'était suffisamment public, pour qu'il ne fasse pas de scène. C'était suffisamment privé, pour qu'il ne fasse pas de représentation. Je connaissais mon frère. Mon frère ne pouvait pas résister à un public. Je ne lui en avais pas donné. Et il est entré en portant un blazer, et le sourire qu'il utilisait, quand il était très occupé mais avait pris le temps. Il a commandé un martini. J'ai commandé du thé. J'ai posé un dossier sur la table. Une simple enveloppe grise à fermoir. Michael, je sais pour le Delaware. Je sais pour la crypto. Je sais qu'aucun argent n'a atteint maman et papa. Je sais que la promesse de 250 000 $ n'existe pas. Celle que tu as mise dans le programme du gala. Je te donne une chance de la retirer. Discrètement, avant l'événement. Il a laissé passer 4 secondes. J'ai compté. Puis, il a ri. Pas un petit rire. Un grand rire bien travaillé. Beverly, tu as toujours été dramatique. Non, Michael. J'ai toujours été silencieuse. C'est une chose très différente. Il a pris une longue gorgée de son martini. Maman et papa ne te croiront jamais. Maman dit que tu es jalouse de moi depuis que tu as 8 ans. C'est pour ça que je le fais au gala. Pour que maman n'ait pas à me croire sur parole. Tu vas déchirer cette famille. Tu l'as déjà fait. J'en prends juste note par écrit. Je l'ai observé alors. Sa main sur le verre était stable. À peine. La peau sous son œil gauche tremblotait, d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je l'avais regardé toute ma vie, et je ne l'avais jamais regardé aussi attentivement. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. Il est parti sans payer l'addition. Je l'ai payé. J'ai écrit « Dernier repas » sur la ligne mémo dans ma tête. Et c'est la dernière faveur que je lui devais. Vendredi matin, ma mère m'avait laissé 3 messages vocaux dans ma boîte de réception. Et mon frère en avait laissé 2. Le samedi, ma mère en avait 7. J'en ai écouté un. C'était assez. Beverly, ton frère est très contrarié. Il a dit que tu l'as accusé de choses terribles. Nous ne t'avons pas élevé pour faire ça. Quoi qu'il se soit passé à Boston, tu dois t'excuser. Nous sommes une famille. Elle avait prononcé la phrase « Nous sommes une famille » de la façon dont elle la prononçait toujours. La façon dont elle la prononçait, quand elle était sur le point de me demander d'encaisser une autre blessure, pour le bien de sa carte de vœux de Noël. Je ne l'ai pas rappelé samedi. Je ne l'ai pas rappelé dimanche. Lundi matin, elle m'a appelé sur ma ligne professionnelle, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. J'ai répondu, car je pensais que cela pouvait être une urgence. Beverly, t'es-tu connecté au compte joint? Pourquoi demandes-tu ça? Parce que ton frère a dit. Maman, t'es-tu connecté? Silence. Je n'arrive pas à me souvenir du mot de passe. Alors, réinitialise-le. Je n'en ai pas envie. Là, se tenait ma mère, au bord de sa propre vérité, refusant d'ouvrir le navigateur. J'ai adouci ma voix. Pas pour elle. Pour moi. Maman, je te verrai au gala. Nous pourrons parler après. Je te le promets.
Beverly, s'il te plaît. Maman, je t'aime. Je te verrai dans l'Ohio. J'ai raccroché. La mère qui dit « Nous ne t'avons pas élevé pour faire ça » veut généralement dire « Nous t'avons élevé pour être commode, et tu es devenue encombrante ». Je n'ai pas rencontré d'exception à cette règle. J'ai cherché. Je n'ai retourné aucun autre appel cette semaine-là. J'étais à court de la monnaie d'échange que ma famille dépensait. Et qui est, et a toujours été, mon obéissance. Le deuxième email de Lorraine est arrivé un dimanche soir, avec 11 pièces jointes, et une seule ligne de texte. Je pensais que tu devrais les avoir, selon tes propres termes. Je les ai ouverts dans l'ordre. Un relevé de ligne de crédit immobilier, ELOC, de 2023. Des retraits que j'ai reconnus comme étant de la main de mon frère, sur les champs mémo. Même à partir d'un scan. 74 000 $ en 18 mois. Principalement des tranches de 4 000 $. Un projet de demande de divorce. Net, factuel, sans mélodrame. Des relevés de cartes de crédit. Des paris sportifs. Des cryptos. Un magasin de spiritueux à Cincinnati, qui facturait quotidiennement pendant 8 mois consécutifs. Une lettre d'une société de recouvrement, adressée à mon frère, réclamant 31 000 $, sur une ligne de crédit dont je n'avais jamais entendu parler. Et enfin, une simple capture d'écran d'un texto. Pas enflammé par l'émotion. Pas une conversation privée entre lui et une autre femme. Pire. C'était un texto de mon frère, à un ami à lui de l'internat. Un homme nommé Doug, que j'avais rencontré une fois à un mariage. La date était un mardi d'octobre, il y a 2 ans. L'heure était 23h47. Je me noie, mais ma sœur pense qu'elle finance l'insuline de maman. PTDR, MDR. Je l'ai lu 3 fois. Il n'y a pas de métaphore pour décrire ce qu'une phrase comme celle-là fait à une personne. Pas de comparaison saisonnière. Pas de météo. Vous la lisez, et après, vos mains sont les mêmes mains. Et votre café est le même café. Et quelque chose à l'intérieur de vous n'est plus la même chose qu'avant. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé me promener. Il faisait moins 11 degrés. J'ai marché pendant 1 heure. Quand je suis rentré, la capture d'écran de Lorraine était toujours ouverte sur l'écran. Je l'ai imprimée. Je l'ai classée. Je n'ai pas pleuré. Je prononcerai cette ligne une fois au gala, devant 300 personnes, et puis plus jamais. La veille du gala, j'ai repassé une robe que je possédais depuis 4 ans, et que je n'avais portée que 2 fois. Elle était gris anthracite, en crêpe de laine, manches longues, avec un col comme un col de chemise d'homme rabattu. Ma mère m'avait dit un jour, lors d'un événement auquel nous avions toutes deux assisté, qu'elle me donnait l'air d'une avocate. Elle ne l'avait pas pensé comme un compliment. J'avais gardé la robe. Je l'ai posée sur le lit. J'ai ciré mes chaussures. J'ai sorti les boucles d'oreilles en diamant de ma grand-mère. Celles qu'elle m'avait laissées, et non à ma mère. Parce que ma grand-mère avait compris une chose sur sa propre fille, que ma mère n'avait jamais comprise sur moi. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres rouges. Je n'ai rien porté, qui puisse être confondu avec de la vengeance. Je n'allais pas dans l'Ohio pour gagner. J'ai relu mes remarques. 4 paragraphes. 1 page. Chaque phrase validée par Marcus. Chaque affirmation sourcée par un document, que je pourrais placer sur une table, sous une lumière fluorescente, sans scier. Elena m'a appelé à 18h. Bev. Dernière chance de faire marche arrière. Ça va le suivre à vie. Elena. Il a utilisé la signature de notre mère, sur un compte joint, pour couvrir une ligne de jeu dans le Delaware. Je ne suis pas celle qui le suit. Je suis celle qui a arrêté. Une longue pause. Très bien. À demain. J'ai raccroché. J'ai fini de faire mes valises. J'ai mis le dossier dans mon bagage à main. J'ai remis la carte de Lorraine dans mon portefeuille, à côté de mon permis. J'avais passé 15 ans à m'entendre dire que j'étais froide. J'avais fini par croire que c'était l'une de mes meilleures qualités. Elena m'avait demandé, avant de raccrocher, si j'étais nerveuse. Je lui avais dit la vérité. Je lui avais dit que je répétais ce discours, sans le savoir, depuis que j'avais 8 ans.
J'ai conduit jusqu'en Ohio, un samedi d'avril. J'ai porté la robe. Je n'ai pas porté de rouge. J'ai conduit les 12 heures entières moi-même. Je ne prends pas l'avion pour aller dans la ville de ma mère. Je ne l'ai jamais fait. L'aéroport est à 1 heure de chez eux, et il faut plus de temps pour sortir du terminal, que pour traverser 2 États supplémentaires en voiture. J'ai conduit. Je n'ai pas écouté de musique. J'ai écouté un podcast sur la finance comportementale. C'est ce que j'écoutais, quand je ne voulais penser à rien d'autre. L'animateur avait une voix calme, et je l'avais rencontré une fois lors d'une conférence. Il m'avait demandé de venir dans son émission. J'avais dit non. Je dirai non encore cette année. Je n'aime pas être dans les émissions. J'aime écouter. Quelque part dans l'Indiana, j'ai pensé au piano. Ma mère avait vendu son piano droit, quand Michael avait 14 ans. Elle l'avait vendu pour payer son programme d'été en sciences. Elle en avait joué, tous les dimanches de mon enfance, doucement après l'église, pendant peut-être 20 minutes. Je ne lui avais jamais demandé pourquoi elle avait arrêté. J'ai pensé aux boucles d'oreilles de ma grand-mère à mes oreilles. J'ai pensé à la cravate bleue de mon père. Je suis arrivé à l'hôtel à 16h12. La salle de bal était dans le même bâtiment. Je me suis enregistré. J'ai suspendu la robe. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai bu un verre d'eau du robinet, et je n'ai pas répété le discours. J'avais arrêté de le répéter, il y a 4 jours. Il y a un moment dans tout discours, où la répétition commence à lui nuire. Je n'avais pas conduit jusqu'en Ohio pour gagner. J'avais conduit jusqu'en Ohio, pour arrêter de perdre. Il est resté une dernière conversation, celle à laquelle je me préparais depuis que j'étais enfant, sans jamais en connaître la forme exacte. Je suis entré dans la salle de bal à 18h. Les lustres étaient allumés. Les serviettes étaient pliées, comme de petits oiseaux blancs. Le mur des donateurs était du côté nord, éclairé par le bas. Avec un tissu drapé, sur le nouveau bloc de pierre, qui serait dévoilé après le dîner. 300 personnes en smoking et robe longue. Un quatuor à cordes, s'accordant près de la scène. Des serveurs circulant, avec des plateaux de champagne. Ma mère m'a vu la première. Elle était de l'autre côté de la pièce. Elle a posé son verre. Elle a marché vers moi. Son visage était celui d'une femme, essayant très fort d'avoir l'air normal. Beverly, s'il te plaît. Tu ne fais pas de scène ce soir. Nous parlerons demain. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle portait la robe que je lui avais envoyée, il y a 2 Noëls. Maman, je suis ici en tant que directrice financière, CFO, de Goodwin Hartley. Je prends la parole à 20h15. Elle a cligné des yeux. Le même clignement. Quoi? Mon frère marchait vers nous maintenant, arborant son sourire de couloir, la main tendue à sa manière. Il avait l'attitude décontractée. Sœurette, soyons cool ce soir. Je suis toujours cool, Michael. Mon père se tenait 3 pas derrière eux. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas détourné le regard. Il m'a juste regardé. Puis, très lentement, et sans dire un mot, il a hoché la tête une fois. C'était la première fois en 39 ans, que mon père hochait la tête dans ma direction, de cette façon. Comme un homme, reconnaissant l'entrée professionnelle d'une autre personne dans une pièce. Ma mère a dit, Beverly, de quoi parles-tu? Et je ne lui ai pas répondu. La salle de bal sentait le lys et le beurre chaud. 300 étrangers, étaient sur le point d'entendre toute l'histoire de ma famille, en moins de 4 minutes. J'ai marché jusqu'à ma table. Mon père m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas détourné le regard la première. Nous étions assis à la même table. Bien sûr que nous l'étions. La fondation nous avait placés ensemble, parce que nous étions les Goodwin. Et l'aile de cardiologie Goodwin, était la raison pour laquelle nous étions tous là. Ma mère, mon père, Michael, Lorraine. Oui, Lorraine était là, parce qu'elle était toujours techniquement sa femme. Et elle avait été invitée, des mois avant le dépôt de la demande de divorce. Et elle était venue quand même, parce qu'elle m'avait dit qu'elle le ferait. Et il y avait aussi, 3 membres du conseil d'administration de l'hôpital, que j'avais rencontrés 2 fois. Le bœuf était saignant. Les haricots verts étaient aux amandes.
Personne n'a beaucoup mangé. Michael a raconté une histoire, à propos d'un patient. Celle de l'homme reconnaissant, qui lui avait envoyé une caisse de poires à Noël. C'était une histoire que j'avais entendue 11 fois. Il l'a racontée, avec le rire qu'il utilisait, quand il s'efforçait trop de faire une blague. La sueur traversait sa chemise. Je pouvais la voir au niveau du col. Lorraine sirotait son vin, et ne disait presque rien. Ma mère n'arrêtait pas de me lancer des coups d'œil, et de faire semblant de ne pas le faire. Mon père coupait sa viande, en très petits morceaux. À 19h58, Elena est passée près de la table, et m'a touché l'épaule. 15 minutes. Ma mère a finalement osé le dire à voix haute, « Beverly, tu vas vraiment parler ?»« Oui, maman. Je vais vraiment parler. » Elle a regardé mon père, pour qu'il la sauve. Il ne l'a pas sauvé. Il a posé son couteau. Il a posé sa fourchette. Il m'a regardé par-dessus le centre de table, composé de renoncules blanches et d'eucalyptus. Et il a prononcé les 4 mots, les plus calmes de sa vie. « Laisse-la parler, Nancy. » Personne à table n'a parlé, pour le reste du dîner. Je vais vous dire comment savoir, quand un homme a finalement compris quelque chose. Il arrête de manger son dessert. Les 4 mots de mon père, furent les seules excuses qu'il me donnerait jamais. C'était assez. À 20h12, Elena est montée sur scène. Elle a accueilli l'assemblée, sur le ton qu'elle utilisait pour ce genre d'occasion. Chaleureux, sans hâte, un peu amusant. Elle a présenté l'aile de cardiologie Goodwin. Elle a remercié le Family Office Goodwin-Hartley, pour son engagement principal de 18 millions de dollars. Et 200 personnes, se sont retournées et ont regardé ma table. Et je n'ai pas bougé. Et ce soir, a dit Elena, avant de dévoiler le mur, notre directrice financière, CFO, Madame Beverly Goodwin, a demandé l'honneur de prendre la parole au nom de l'entreprise. La salle a applaudi poliment. Les applaudissements d'une salle, qui ne sait pas encore ce qui se passe. Michael a posé son verre. Son visage avait pris la couleur du lait tourné. Ma mère s'est tournée pour me regarder pleinement. Mon père le faisait déjà. Si vous avez déjà envoyé de l'argent, et que vous n'avez jamais entendu un merci, restez avec moi. Cette prochaine partie est pour vous. Je veux dire quelque chose à propos de cette partie de la vidéo. Je sais que 97% des personnes qui regardent, font défiler l'écran sans s'abonner. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, faites-moi la faveur d'être dans les 3%. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit. Je me suis levé. J'ai lissé ma robe gris anthracite. J'ai marché jusqu'à la scène. Mes talons n'ont fait aucun bruit sur la moquette. Mon cœur était la seule chose dans la pièce à faire du bruit, et moi seul pouvais l'entendre. J'ai atteint le microphone. J'ai placé le dossier sur le pupitre. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. J'avais mémorisé chaque ligne 3 semaines plus tôt, un vendredi soir, sur une tasse de café qui refroidissait, dans une cuisine à Cambridge. J'ai regardé la salle. J'ai trouvé le visage de ma mère, et j'ai commencé. Bonsoir. Merci, Dr Vaughan. Au nom du Family Office Goodwin-Hartley, nous sommes honorés de financer l'aile de cardiologie. Mes parents, Richard et Nancy Goodwin, sont avec nous ce soir. Mon frère, le Dr Michael Goodwin, est également présent. Je souhaite corriger une ligne dans le programme. Le don de contrepartie de 250 000 $, attribué au Dr Michael Goodwin, n'a pas été reçu par cette fondation. Notre bureau de conformité a confirmé qu'aucune promesse personnelle de sa part n'existe dans nos dossiers. L'inscription sera retirée. Je souhaite également partager quelque chose qui relève du domaine public. En tout cas, cela sera déposé dans la semaine. Pendant 5 ans, j'ai transféré 3 000 $ par mois sur un compte joint. Ce compte était destiné à mes parents. Ces fonds ne leur sont pas parvenus. Un audit médico-légal, effectué par l'équipe de conformité de cette entreprise, a documenté leur détournement. L'affaire a été transmise aux conseillers juridiques et aux autorités compétentes. Mes parents ne savaient pas. On leur a menti, aussi longtemps qu'à moi. Je ne suis pas ici ce soir, pour punir ma famille. Je suis ici pour une seule raison, m'assurer que cette institution est financée par l'honnêteté.
Elle portera le nom de ma famille sur son mur. Ce nom devrait signifier ce qu'il dit. L'aile de cardiologie Goodwin est réelle. La contribution de la famille Goodwin est réelle. L'un de nous a fait cette contribution. Les archives montreront lequel. Je vous remercie. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai élevé la vérité. Et j'ai laissé la salle décider quoi en faire. J'ai fermé le dossier que je n'avais jamais ouvert. J'ai reculé du microphone. Je n'ai pas regardé mon frère. J'ai regardé ma mère. Ma mère pleurait, de la façon dont une femme pleure, lorsqu'elle a enfin vu une chose, qu'on lui a demandé de ne pas voir pendant 30 ans. Je suis descendu de scène. Derrière moi, le silence a tenu pendant 4 secondes. J'ai compté. Je suis directrice financière. Je compte les choses. Une femme au fond de la salle de bal a commencé à applaudir. Puis une autre. Puis une table près de l'avant. Puis, très lentement, la salle entière. Ce n'était pas un rugissement. C'était le genre d'applaudissement qui se propage comme un lent déversement. Des gens applaudissant, sans savoir encore ce qu'ils venaient d'entendre. Des gens applaudissant, parce que d'autres applaudissaient. Et puis, par petits groupes, des gens applaudissant, parce qu'ils avaient compris exactement ce que j'avais dit, sur qui je l'avais dit, et pourquoi. Michael était déjà debout. Il s'est dirigé vers les portes arrière de la salle de bal. Il marchait de la façon dont un homme marche, quand il essaie d'avoir l'air de ne pas courir. Un membre du personnel de sécurité de la fondation. Une grande femme en costume noir, que je n'avais jamais rencontrée. Et qu'Elena avait placée près de la porte de service plus tôt cette semaine-là, s'est glissée silencieusement derrière lui. Il ne s'est pas retourné. Elle l'a suivi à l'extérieur. Ma mère est restée assise où elle était. Elle ne s'est pas levée. Elle n'est pas partie. Sa main était dans celle de mon père. La main de mon père était ferme. Lorraine est restée à sa place. Elle a posé son verre. Elle a levé les yeux vers moi, et elle m'a fait le plus petit signe de tête qu'une femme puisse faire à une autre femme. J'ai repensé à ce signe de tête de nombreuses fois depuis. Elena m'a rejointe en bas des marches de la scène. Sa main était sur mon coude. En coulisses maintenant. La presse locale est au fond. J'ai hoché la tête. Alors que je passais devant la table de mes parents, mon père s'est levé. Il n'a pas cherché à me retenir. Il n'a rien dit. Il s'est juste levé. C'était la première fois de ma vie d'adulte que mon père se levait quand j'entrais dans une pièce, ou quand j'en sortais. Michael m'a rattrapé dans le couloir, près du vestiaire. Il avait transpiré à travers le dos de sa chemise. L'agente de sécurité était à 3 mètres derrière lui. Il ne l'avait pas remarqué. Tu m'as détruit. Tu as détruit maman. Non, Michael. Tu as fait ces 2 choses. J'ai juste arrêté de t'aider à les cacher. L'hôpital va me retirer ma licence, probablement. C'est entre toi et le conseil d'administration. Tu es ma sœur. Je l'ai été, pendant longtemps. Je le suis toujours, en fait. Je suis toujours ta sœur. J'ai pris une petite inspiration. Je ne suis juste plus ton pipeline. Il a ouvert la bouche. L'a refermée. Et a réessayé. Bev, s'il te plaît. J'ai une fille. Tu as une fille. Tu as une femme. Tu as des parents. Tu as un hôpital qui t'a fait confiance. Et tu les as tous utilisés. Tu m'as utilisé le plus longtemps. Tu n'as pas le droit de choisir laquelle de ces dettes je pardonne ce soir. Il tremblait. Pas de façon dramatique. De la façon dont un homme tremble lorsque l'adrénaline quitte un corps qui a fonctionné avec depuis trop longtemps. Il avait utilisé le mot détruit, de la façon dont les hommes l'utilisent, quand ils veulent dire attraper. Mon frère n'avait pas besoin de mon pardon. Il avait besoin de mes factures. Je suis passé devant lui. Je ne l'ai pas touché. L'agente de sécurité, toujours à 3 mètres derrière, m'a fait un signe de tête au passage. Je lui ai rendu son signe de tête. De professionnel à professionnel, de femme à femme. J'ai continué à marcher. On m'a demandé de nombreuses fois depuis si j'avais ressenti quelque chose dans ce couloir. De la colère,
peut-être, de la pitié, du triomphe. Je n'ai rien ressenti de tout cela. J'ai ressenti la froideur étrange d'une tâche accomplie. Ce que l'on ressent, à la fin d'un long audit. Prête à ranger les dossiers. Il a appelé mon nom une fois de plus derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Elena m'a emmené dans une petite pièce derrière la scène. Une loge, un miroir, un pichet d'eau, 2 chaises. Elle est restée à l'extérieur. La porte s'est ouverte. Ma mère est entrée. Mon père est entré derrière elle. Il a fermé la porte. Ma mère s'est arrêtée juste à l'intérieur. Comme si elle avait oublié le chemin pour ressortir de sa propre vie. Est-ce vrai? Tout ça? J'ai posé le dossier sur la petite table. Je ne l'ai pas ouvert. Chaque chiffre. Ma mère a regardé le dossier. Elle ne l'a pas ouvert non plus. J'ai dit des choses terribles, lors de ce dîner en octobre. Oui. Je ne sais pas comment. Maman, ne le fais pas. Pas ce soir. Beverly. Demain. Ou le mois prochain. Ou l'année prochaine. Mais pas ici. Pas dans cette pièce. Je ne suis pas encore prête. Mon père a pris la main de ma mère. Pas pour la réconforter. Pour la stabiliser. Il a dit très doucement, Nancy. Allons-y. Ma mère a hoché la tête. Elle a touché le dossier avec 2 doigts. Comme si elle testait la température d'une poêle. Elle ne l'a pas ramassé. Ils sont partis. Elena est revenue. La presse. 2 questions, pas plus. Je les prendrai dans le hall principal. Je veux que ce soit public. Je veux que ce soit ennuyeux. Elle a souri. C'est ma fille. Je me suis assise. J'ai bu l'eau du pichet. Toute l'eau. Je n'avais pas réalisé que j'avais soif. 3 semaines d'audit, 6 mois à savoir que quelque chose n'allait pas, 15 ans à m'entendre dire que j'étais moins que rien. Tout cela s'était résumé à un dossier, que je n'avais jamais ouvert, dans une pièce où ma mère avait finalement arrêté de me demander d'être arrangeante. Je ne lui ai pas pardonné ce soir-là. J'ai fait quelque chose de mieux. Je lui ai laissé la porte ouverte. Le lundi qui suit une révélation, est plus calme que les gens ne le pensent. Le lundi matin, le bureau des relations publiques de l'hôpital, a publié une déclaration de 2 phrases. Il a confirmé que la mention du don de contrepartie avait été retirée, et que la fondation coopérait à un examen interne. La déclaration utilisait le mot coopérer 2 fois. J'ai remarqué cela, parce que j'ai écrit pour gagner ma vie, pendant longtemps, avant d'apprendre à compter pour gagner ma vie. Le mardi, le Conseil de l'Ordre des médecins de l'État de l'Ohio a accusé réception d'une plainte. Leur système public les enregistre automatiquement. Il m'a fallu 4 minutes pour confirmer qu'elle avait été déposée. 4 minutes de plus, pour fermer mon ordinateur portable. Le mercredi, Lorraine a officiellement demandé le divorce. Elle m'a envoyé un email de 2 lignes quand c'était fait. Officiel maintenant. Merci pour le coup de pouce. Même si tu ne savais pas que tu m'en donnais un. J'ai répondu par une seule ligne. Je le savais. Le jeudi, le Millbrook Herald, le petit journal de comté que je livrais à vélo quand j'avais 12 ans, a publié un article de 700 mots en première page. Il ne nommait pas mon frère. Il utilisait l'expression « un médecin local fait l'objet d'une enquête ». Tout le monde en ville savait de qui il s'agissait. J'avais grandi dans cette ville. Personne n'avait besoin d'un nom, pour lire une histoire. Le vendredi, Goodwin Hartley a annoncé un don supplémentaire de $100 000. Désigné au nom de Richard et Nancy Goodwin personnellement, mes parents. Au programme de cardiologie pédiatrique. Je l'ai transféré moi-même. Journal de virement. Horodatage. Ligne mémo, pour maman et papa, avec l'amour de leur fille. Enregistré. Dès le vendredi, chaque document qui devait exister, existait. Le nom de mon frère, avait été discrètement effacé d'un mur, et était en train d'être inscrit sur plusieurs autres. J'ai préparé du café. Je l'ai bu lentement. Je n'avais pas envie de faire la fête. J'avais envie de dormir. Ma mère m'a appelé un dimanche matin. Elle ne m'avait jamais appelé un dimanche auparavant.
Les dimanches avaient toujours appartenu à Michael. J'étais en train de faire du café. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Beverly. Salut, maman. Je suis allé à la banque hier. Je suis entré. J'ai demandé au jeune homme au bureau de m'aider à me connecter. Il l'a fait. J'ai vu. Elle s'est arrêtée. Je n'ai pas comblé le silence. J'ai remué mon café. Je ne t'ai pas bien élevé. Sa voix s'est brisée. Elle n'a pas essayé de le cacher. Je le sais maintenant. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment dire je suis désolé, d'une façon qui compte. Maman. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Je l'ai laissé faire. Je voulais un fils qui soit médecin, et je l'ai tellement voulu, que je n'ai pas pu voir la fille que j'avais déjà. Ton père dit, que j'ai fait de toi un fantôme dans ma propre maison. Il a dit ça. Il l'a dit mardi dernier. Il ne m'a pas fait une phrase aussi longue en 30 ans. J'ai ri une fois. Un petit rire. Cela nous a surprises toutes les deux. Maman. Commence par le dire une fois. Nous recommencerons dimanche prochain. Elle a pleuré. Je n'ai pas pleuré. J'ai remué mon café. J'ai écouté. 9 minutes. Je l'ai laissé faire. Je t'aime, Beverly. Je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas besoin de me le prouver aujourd'hui. Tu auras de nombreuses occasions de le prouver. Je les saisirai. D'accord. Nous avons raccroché. Il y a un type d'excuse, qui arrive avec 30 ans de retard. Il n'a pas moins de valeur, parce qu'il est en retard. Il a exactement la même valeur, qu'il aurait eu plus tôt. C'est simplement que la personne qui s'excuse, l'a enfin mérité. Je n'ai pas regardé mon frère tomber. J'ai reçu des rapports. Elena m'a appelé, 2 mois après le gala. Le conseil médical l'avait obligé à rendre sa licence, à titre temporaire, en attendant la conclusion de l'enquête. L'hôpital l'avait placé en congé sans solde. Une action civile avait été intentée, par le site de paris sportif du Delaware, pour 340 000 $, qu'il ne pouvait pas payer. Son avocat spécialisé en faillite, avait déposé les documents préliminaires, la semaine suivante. Le divorce de Lorraine a été finalisé au début de l'été. Elle a obtenu la garde principale de leur enfant de 3 ans. Michael a obtenu un droit de visite supervisé. Michael est retourné vivre chez mes parents. Dans leur chambre d'amis. Qui avait autrefois été ma chambre. Ma mère l'avait gardée intacte pendant près de 20 ans, puis 6 mois avant tout cela, il avait peint par-dessus le bleu pâle, que j'avais choisi quand j'avais 15 ans. Elle l'avait peinte, de la couleur d'un couloir d'hôpital. Maintenant, elle abritait mon frère. Mon père m'a appelé un après-midi. Beverly, ton frère est là. Il n'est pas le même. Je sais. Papa. Viendras-tu nous rendre visite? Je viendrai vous rendre visite, à maman et toi, seul. Je verrai Michael, quand il sera prêt. Quand il me remettra un plan, écrit en phrase complète. Pas avant. C'est compris. C'est tout ce qu'il a dit. C'est compris. Il n'avait jamais utilisé ce mot avec moi auparavant. Il l'utilisait plus souvent, maintenant. Mon frère, qui avait autrefois refusé de monter sur le siège passager de la voiture de quiconque, vivait dans la chambre d'amis de ses parents, à 43 ans. Il avait rendu son stéthoscope, dans un dossier en carton, dans un bureau d'état. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai pas non plus porté le deuil. J'ai juste continué à travailler. Le chat qui finit par ramener la souris à la maison, n'a pas besoin d'expliquer la souris à qui que ce soit. Mon père m'a appelé un mardi après-midi. J'étais entre 2 réunions. J'ai pris l'appel. Beverly. Papa. Je savais que quelque chose clochait depuis peut-être 2 ans. Je ne savais pas quoi. J'avais peur de regarder. Papa. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande si je peux te voir seul, quand tu viendras dans l'Ohio. Je me suis levé de mon bureau. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le port avait la couleur de l'argent non poli. J'ai observé un petit voilier qui traversait au loin. Son triangle blanc, éclatant contre le gris. Oui, papa. Un café.
Juste nous deux. Ça me ferait plaisir. Silence. Je pouvais l'entendre respirer. Ce petit hoquet dans sa respiration, que j'avais entendu toute ma vie. Depuis sa pneumonie quand il était jeune homme. Depuis avant ma naissance. Je suis fier de toi, Beverly. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Je le dis maintenant. Je le dirai encore. Je le dirai jusqu'à ce que tu me crois. Je ne savais pas quoi dire. J'avais attendu cette phrase pendant si longtemps, que lorsqu'elle est arrivée, sa forme ne correspondait pas à la forme de l'attente. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté à la fenêtre pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon après-midi. C'était le premier après-midi, que je prenais sans réunion à réorganiser, ou sans vacances à justifier. Les mots qui arrivent tard, ne coûtent pas moins cher parce qu'ils sont en retard. Ils coûtent plus cher. L'homme qui les prononce, a payé des intérêts sur son silence. Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais. J'en ai bu un verre. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des clôtures avec des portails. J'ai construit un portail, et j'ai gardé la clé. J'ai mis en place une fiducie pour mes parents, l'été après le gala. 5 000 par mois qui leur sont versés directement. Examinés chaque trimestre par une entreprise locale, que j'avais moi-même vérifiée. Pas de compte joint. Pas de transfert. Pas d'intermédiaire nommé Michael. Ma mère, à son crédit, a appris à lire un relevé. Elle a obligé le fiduciaire, à lui expliquer le premier, 2 fois. La deuxième fois, elle a pris des notes. Je conduisais à Millbrook tous les 2 mois. J'y restais 2 nuits. Je ne dînais pas à la maison, si mon frère y était. J'ai pris un café avec mon père à chaque visite, dans un dîner sur la route 14. Avec des sets de table en papier, et une femme nommée Linda, qui se souvenait de moi depuis que j'avais 6 ans, et qui m'avait toujours mieux aimé que mon frère. Bien qu'elle ait eu le bon sens, de ne jamais le dire à voix haute. Ma mère a appris à ne pas mentionner Michael, quand j'étais dans sa maison. Pas par colère contre lui. Par respect pour moi. Elle n'avait jamais appris ce mot avec moi auparavant. Elle l'apprenait maintenant. Je n'ai pas pardonné rapidement. Je n'en avais pas besoin. J'avais seulement besoin que la vérité puisse exister dans la même pièce que ma famille. La première année a été gênante. La deuxième année a été plus calme. La troisième année, ma mère m'a appelé tous les dimanches matins. Et pas une seule fois, elle n'a commencé une phrase par le mot Michael. Elle les commençait par d'autres mots. Alors, dis-moi comment s'est passée ta semaine. Dis-moi sur quoi tu travailles. Parle-moi de toi, Beverly. Je lui racontais, et elle écoutait. 1 an après le gala, je me tenais devant l'aile de cardiologie, avec ma mère. La plaque était sur le mur nord. Les noms étaient gravés dans la pierre sombre, en rangée. Le nom de mon père. Le nom de ma mère. Le mien. Elle les a lus à voix haute. Tous les 3. Elle a dit le mien en dernier. Puis, elle l'a laissé flotter dans l'air. Je l'ai laissé faire. J'avais pensé pendant la majeure partie de ma vie, que ma famille avait besoin que je sois patiente. C'est ce que j'ai été pendant 15 ans. Patiente, silencieuse, fiable, ne demandant jamais le merci que j'avais gagné. Ma famille n'avait pas besoin que je sois patiente. Ma famille avait besoin que je sois honnête. J'avais pensé que le silence était de la politesse. Le silence n'est pas de la politesse. Le silence, pratiqué assez longtemps, devient une forme d'accord. Un oui lent et silencieux, à chaque petite cruauté, qui arrive entre la sauce et les haricots verts. J'ai pensé à ma mère, vendant son piano pour Michael. J'ai pensé à mon père à la table du petit déjeuner, lisant le journal, laissant sa femme diriger l'histoire de notre famille. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens. Des gens qui avaient fait des choix particuliers, au cours de décennies particulières. Et qui avaient, je le croyais maintenant, la capacité de faire des choix différents, dans toutes les décennies qu'il leur restait. Je continue d'envoyer des fleurs à ma mère pour son anniversaire. Je continue de signer la carte avec seulement Beverly. Pas ta fille.
Elle semble le préférer ainsi. Moi aussi. Mon frère m'a envoyé une lettre environ 8 mois après le gala. Écrite à la main, 3 pages. J'ai lu le premier paragraphe. J'ai replié la lettre. Je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas lu le reste. Je le ferai peut-être un jour. Peut-être jamais. Je n'étais pas devenue une meilleure fille. J'étais devenue une fille qui pouvait se permettre d'être elle-même dans la maison de ses parents. C'est la seule chose, meilleure, qui vaille la peine. Celle où vous arrêtez d'avoir besoin d'être différente, pour être aimée. Si vous avez marché avec moi jusqu'ici, permettez-moi de vous laisser, avec ce que j'ai retenu de tout cela. N'attendez pas que votre famille vous reconnaisse. N'attendez pas d'excuses. N'attendez pas un dîner particulier, au cours duquel tout deviendrait enfin clair. Ces dîners n'existent pas. Ils sont un fantasme. Et ce fantasme vous maintiendra à la table de votre famille, bien après que la nourriture ait refroidi. Aussi, ne brûlez pas tout. Vous n'avez pas besoin de tout brûler. Vous avez besoin de construire une clôture, et un portail, et de garder la clé sur votre propre trousseau. L'argent, le temps, le travail silencieux que vous avez donné pendant des années, sans reçu. Notez-le. Pas pour l'encaisser. Juste pour vous souvenir de qui vous êtes, quand le prochain bol de rôti arrivera. La personne sur qui l'on compte dans une famille, n'est jamais remerciée à temps. La personne fiable est parfois remerciée en retard. Et la personne fiable, si elle a de la chance, si elle est honnête, si elle est patiente avec les bonnes choses, et qu'elle a fini d'être patiente avec les mauvaises, apprend finalement à se remercier elle-même. C'est le seul merci, qui ait jamais eu la chance d'arriver à l'heure. Vous qui écoutez ce soir. Merci d'être le genre de femme, qui termine l'histoire. Nous sommes une espèce rare. Nous sommes celles, qui lisons jusqu'au bout des 4 paragraphes. Nous sommes celles qui, le moment venu, les écrivons. Personne ne viendra vous dire, que vous en avez fait assez. Personne ne viendra vous tendre le microphone. Vous devrez vous lever. Vous devrez lisser la robe. Vous devrez marcher. Le jour où vous le ferez, et le jour où le reste de votre vie commencera. Je l'ai fait un samedi d'avril. Vous pouvez le faire un mardi. Un jeudi matin. N'importe quel jour où le café est chaud, et où le dossier est prêt. Chaque matin, maintenant, je bois mon café avant de répondre au téléphone. C'est une petite règle. Je l'ai inventée, la semaine suivant le gala. Le téléphone est posé face vers le bas sur le comptoir, et le café est bu en premier. Quoique le téléphone est pour moi, ma mère, un collègue, un message vocal que je n'ai pas eu le temps de lire hier. Elena me demandant de faire partie d'un comité. Lorraine m'envoyant une photo de sa fille sur une balançoire. Ça peut attendre 8 minutes. 8 minutes, ce n'est pas très long. C'est assez long. J'ai une cuisine avec une fenêtre orientée vers l'est. En mai, la lumière entre dorée. En novembre, elle entre argentée. La tasse que j'utilise, est la même tasse blanche et lourde que j'ai depuis 11 ans. La cuillère, en est une que ma grand-mère m'a donnée. Estampillée d'une petite rose sur le manche. Que ma mère avait voulu autrefois, et qui m'est revenue à la place. J'ai 39 ans toujours. Dans quelques mois, j'aurai 40 ans. Je n'en ai pas peur. J'ai déjà fait la chose la plus difficile que je ferai jamais dans cette famille. Et le café est toujours chaud. Est-ce que je reçois toujours le Millbrook Herald? Il arrive par la poste le mercredi. Je lis les avis de décès. Je lis les rapports du conseil scolaire. Je ne cherche jamais le nom de mon frère dedans. Bien que je sache, qu'un de ces jours, je pourrai le voir d'une bonne manière. Je l'espère. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Vous m'avez donné 3 de vos heures, et ce n'est pas rien. Si cette histoire vous a rejoint là où vous êtes, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi comment vous nommeriez la pièce, que vous vous êtes réappropriée. Dites-moi votre prénom et votre ville, pour que je sache qui est à la table. Revenez demain.